bonjour à tous. Merci d'être assez nombreux, c'est bien. Et donc, deuxième conférence de ce week-end de généalogie organisée par la GENA, l'Association généalogique de l'Anjou, pour fêter ses 50 ans. Voilà. Et nous avons donc, pour cette deuxième conférence, nous accueillons Madame Clapis-Jubert, historienne, ancienne directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà. Madame Clapis-Jubert est une spécialiste de l'Italie pré-moderne, de la fin du Moyen-Âge à la Renaissance. Elle nous en dira sans doute quelques mots, j'imagine. Elle a mené des recherches en histoire démographique et histoire de la famille, étudiant plus spécialement des questions liées à la fécondité, la nuptialité, la mortalité. Elle s'est intéressée à la formation des femmes, à la transmission de leur patrimoine et de leurs valeurs culturelles. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, je vais vous en citer simplement quelques-uns, qui ont trait à notre sujet de l'après-midi. Donc elle a écrit La maison et le nom, qui a été publié en 1990, L'ombre des ancêtres, qui était un essai sur l'imaginaire médiéval de la parenté, qui a été publié en 2000, si je ne dis pas de bêtises. Elle a co-dirigé L'histoire de la famille, qui a été publié en 1986 chez Armand Collin, L'histoire des femmes en Occident, qui est paru chez Plomb en 1991. Elle est aussi l'auteur du livre que j'ai là sous la main, qui s'appelle L'arbre des familles, qui est un livre magnifique que vous pourrez feuilleter à la fin de la conférence, si vous le souhaitez, et qui est une prolongation de son livre L'ombre des ancêtres. Voilà. Donc dans ce livre, elle nous interroge pourquoi faire sa généalogie, et elle explicite comment l'arbre généalogique est devenu incontournable, est devenu une figure, une représentation incontournable pour parler de généalogie. Alors entre l'arbre généalogique qu'on connaît aujourd'hui, fait dans les logiciels, et les arbres généalogiques qui vont vous être présentés, vous verrez qu'il y a quand même des grandes différences et des grandes approches que Madame Jubert va nous détailler. Et donc, je vais lui laisser, sans trop attendre, la parole pour nous parler de tout ça. Merci beaucoup de me donner la parole. Non, j'ai pas l'impression. Ça va ? C'est bon. C'est bon. Je vais vous parler donc de l'arbre généalogique. L'arbre pour représenter une généalogie. Pourquoi l'arbre ? Le problème, c'est de savoir en effet pourquoi est-ce que l'arbre a été pris pour représenter une généalogie. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que la métaphore de l'arbre a pu apporter de plus à la généalogie ? Je partirai des belles... la première image vous montre l'une de ces belles, très anciennes, 11e siècle, représentations généalogiques par un graphique que M. Gauthier a largement commenté dans son livre et d'où il est parti pour étudier les généalogies angevines. Et je dois dire que moi-même, je suis un peu partie du même pied, ou du moins de la même racine, pour rester dans la métaphore. C'est-à-dire que j'étais tombée, travaillant sur l'Italie et plus particulièrement sur les familles florentines, je suis tombée sur un graphique du même type de la fin du XIVe siècle, d'une famille de Florence. Et cela m'a incité en fait à en chercher d'autres, à voir leur évolution et à voir quand elles devenaient arbres. Ce qui est un petit peu le tracé que je vais vous refaire aujourd'hui. Mais je partirai de ce type de schéma parce qu'il me semble que déjà on sent pousser l'arbre derrière le graphique. Monsieur, je sais pas, non, restez s'il vous plaît à la première, si vous pouvez. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer que certaines lignes se terminent par une petite anicroche, une petite fioriture. Et il s'agit bien en effet d'une fioriture. Un début de végétalisation de ce graphique.
À première vue, on pourrait les prendre pour un petit gribouillis, en fait, ou une petite enjolivure qui n'a pas d'autre prétention que de mettre un peu d'agrément dans le parcours généalogique, d'ajouter, disons, une ornementation pour l'agrément du lecteur. Mais en réalité, il s'agit bien de fioritures au sens propre, d'ébauches de fleurettes, de vrilles, de feuillettes, qui terminent les lignes et qui consciemment, ou plus ou moins consciemment en tout cas, renvoient à un vocabulaire du végétal et à un lexique en fait de l'arbre. Car en fait, beaucoup de termes appartenant depuis l'Antiquité au lexique latin de la parenté, tels que la souche, la branche, le rameau, sont connus pendant tout le Moyen-Âge et en fait flottent dans la mémoire des gens comme quelque chose qui peut être apparenté en effet à un graphique de parenté ou à un discours de parenté. Mais il y a un terme dans tous ces mots que je viens d'énoncer, le rameau, la branche, la souche, qui reste aujourd'hui, qui reste encore dans le vocabulaire de l'arbre. Et il y a un mot justement, l'arbore, l'arbre en latin, qui apparaît peu. Il apparaît en tout cas dans un domaine très, très cloisonné, très savant, et qui est un domaine non pas du commun des mortels, du commun des fidèles en droit canonique ou des citoyens en droit civil, et qui est le domaine de ce qu'on appelle les arbres de droit, les arbres juridiques. Et je pars d'une belle miniature du XIVe siècle, qui, avant de remonter le temps, elle est due à un enlumineur très doué de Bologne, Niccolò de Bologne, qui vit entre 1325 et les premières années du XVe siècle, et qui est un artiste bien connu, très actif dans sa ville, dans la seconde moitié du XIVe siècle, en particulier dans la ville de Bologne, qui est célèbre évidemment pour son école de droit et pour ses nombreux étudiants et professeurs de droit canonique et de droit civil. Mais il ne se contente pas de travailler pour eux, d'illustrer les nouvelles de Justinien. C'est un commentaire de ces nouvelles qu'il illustre ici. Il semble avoir aussi eu, outre les juristes comme commanditaires, il a eu aussi des familles régnantes dans les villes d'Émilie et de Romagne, comme Mantoue, comme Ferrare, où on le retrouve illustrant des livres de dévotion, des livres liturgiques et aussi des œuvres profanes. La beauté de son exécution m'avait frappée quand j'ai trouvé cette image, parce qu'elle combine en fait de nombreux héritages iconographiques. En son centre, vous reconnaissez un tableau de consanguinité. C'est cette forme pointue qui domine à son époque pour représenter ce tableau qui peut prendre appris au cours des âges des formes différentes. Et c'est le tableau des positions de parenté théoriques et des termes qui leur sont liés, auxquels s'ajoutent ici, en chiffres, là vous pouvez sans doute pas les distinguer de loin, des chiffres romains, soit noirs, soit rouges, le noir renvoyant au droit civil, c'est-à-dire à l'héritage, donc au deuil, donc à la mort. Donc le noir est approprié. Et le rouge, au contraire, renvoyant au droit canonique, c'est-à-dire essentiellement au mariage, à la joie de la formation des couples, à la fécondité, etc. Le tableau, un tel tableau, ou des tableaux approchants, de consanguinité permettait aux clercs ou aux juristes civils qui le consultaient d'éviter à un prétendant au mariage les situations incestueuses que l'Église réprouvait. Donc si le
le prétendant au mariage disait au notaire qu'il consultait, j'ai pour cousin un tel, ah oui, et qui est le père de ce cousin, ah oui, et qui est le grand-père de ce cousin, ça permettait au notaire de lui dire non, 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 il est dans un degré prohibé, donc tu ne peux pas l'épouser. Épouser sa fille, en tout cas. C'était des instruments, disons, du pouvoir civil et du pouvoir canonique pour, pour contrôler, en fait, les unions et les héritages. Car selon la formule célèbre au Moyen-Âge, attendez exactement, qui est apparenté dans certaines limites, ne peut pas succéder. L'un était incompatible avec l'autre. Ou vous succédez, ou vous vous reconnaissez parents. Et donc vous ne pouvez pas l'épouser. Donc c'est une sorte, ce tableau, une sorte qui est, je vous le rappelle, désigné comme arbore. Je vais y revenir. C'est une sorte d'aide-mémoire pour ces savants, enfin ces notaires, ces clercs de l'Église, qui démêlent les liens de parenté d'un laïc et qui est soucieux de se conformer à toutes ces prohibitions et toutes ces possibilités. On peut aussi d'ailleurs imaginer qu'un prédicateur qu'il avait sous les yeux, c'est possible, l'utilisait comme support mémoriel en fait de son prêche, donnant par là encore une autre dimension à cet instrument d'art et de mémoire qu'ont été pendant des siècles les arbres de consanguinité, auxquels se sont ajoutés à partir du XIIe siècle des arbres d'affinité, c'est-à-dire recensant les parents par alliance ou les descendants des parents par alliance. Et ce qui a été simplifié à partir du début du XIIIe siècle, quand l'Église a décidé que le degré ultime de ces prohibitions devait être amené du 7e ou 6e degré au 4e degré. Un régime sous lequel d'ailleurs l'Église a vécu jusqu'au 19e ou au début du 20e siècle. Donc vous pouviez désormais, vous pouviez non seulement hériter, mais vous pouviez vous marier avec des cousins qui étaient issus de votre arrière-grand-père, en gros. Mais au IXe siècle, on a tôt fait d'incorporer d'une manière ou l'autre dans ce tableau certaines des caractéristiques d'un arbre. Pas seulement d'un arbore, mais d'un arbre, un arbre réel que suggérait ce mot. Et c'est l'image suivante, s'il vous plaît. Vous avez là un arbre, un tableau de consanguinité qui est végétalisé. Vous voyez, il est sur un tronc, posé comme support sur un tronc où rien n'est écrit encore. Par la suite, on y écrira. Et puis, il est alors là largement pourvu de feuillettes, de grappes de raisin, de fruits donc et de fleurs. C'était une des traditions qui va être développée par la suite en Occident. Mais il y a eu aussi un autre type de transformation de l'arbore de droit. Ça a été, qui est venu, semble-t-il, plutôt de Byzance et qui a consisté à introduire un personnage derrière le tableau et soutenant le tableau, marquant par ses mains les limites de la consanguinité et de ses pieds aussi des descendants, les limites des degrés de parenté jusqu'au dernier descendant. Et ceci, je crois que j'en ai une image. Voilà, c'est une image reprise d'après Evelyne Patlajan d'un modèle byzantin et qui m'a intéressée ici en particulier parce que on retrouve justement un personnage de ce type dans l'image de ce Bolonais, Niccolò de Bologne,
qui, sur la figure 2, elle n'y est plus, et le rôle est tenu par un patriarche qui tient des branches. On ne peut pas revenir à la figure 2. Si. Oui, voilà. Vous voyez le patriarche marqué par une grande barbe, parce que ce personnage a été revêtu des habits du juriste, du législateur, du Christ quelquefois, bref, d'un personnage absolument éminent à la source de toutes les prohibitions, de toutes les injonctions de l'Église et du droit civil, justinien, etc. Donc, Niccolò, ici, le fait tenir ce rôle de figure de présentation, comme on dit, par un patriarche barbu qui tient les branches d'un arbre dont vous voyez le pied, les deux branches et le pied en bas de l'image. Ces branches passent derrière le tableau et finissent en rinceaux, ici, et en volutes, où sont installés des personnages représentant les âges de la vie. Vous repérez en bas, par exemple, au bas de la miniature, du côté des générations les plus jeunes, des descendants. Ma tête vous gêne ? Vous représentant des enfants qui jouent au jeu de leur âge et de leur époque. Et puis de bas en haut, au-dessus, vous voyez des volutes qui portent successivement les bustes des représentants de la jeunesse, de l'âge adulte et de la vieillesse. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Les hommes à gauche parce que la position héraldique, comme vous savez, est la plus... Enfin, héraldique, donc ici, est la plus prestigieuse et dévolue en général ou à la famille, aux armes de la famille, ou aux hommes, disons, de façon générale, et les femmes à droite. Alors ces figures renvoient aussi, me semble-t-il, à la hiérarchie morale des vierges, les enfants, des mariés et des veufs. C'est une hiérarchie que l'Église développe abondamment dans sa prédication et dans ses analyses. Et puis l'artiste, c'est très intéressant, rappelle tout en haut, à gauche et à droite, dans les angles supérieurs de sa miniature, il rappelle l'origine et la justification des lois qui régulent le mariage. À gauche, vous avez la tentation et la chasse et le péché originel, et à droite, l'expulsion du paradis. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, mais la miniature est très belle, de facture très belle, et si vous... Enfin, je crois qu'elle est reproduite là et que vous pourrez la regarder de près. C'est une surabondance de thèmes auxquels fait appel ce Niccolò de Bologne. Et elle est exceptionnelle. Mais son image récapitule en quelque sorte le parcours d'une représentation qui s'est beaucoup enrichie au fil du temps. Lui, donc, travaille dans la seconde moitié du XIVe siècle. Et cette représentation est passée du simple schéma graphique, comme dans les généalogies angevines, à une composition qui a beaucoup de références. Excusez-moi. Beaucoup de références. Mais il y a une autre référence qui va apparaître. Encore un arbre. C'est l'arbre de Jessé. L'arbre de Jessé, ou si vous me donnez ou bien l'arbre de Bose, qui était l'aïeul de Jessé, et Jessé étant le père du roi David. Donc cette référence biblique est exprimée aussi par un arbre. Ici, vous voyez, un arbre qui est défini par les volutes qui sortent d'en bas, et qui montre que tous les trois, qui sont ancêtres du Christ, sont tout à fait aptes à s'ajouter à ces motifs de l'arbre de génération, disons, successive. L'arbre de Jessé a été prophétisé par Isaïe dans la Bible, et jusqu'à la Renaissance et à l'âge classique, il a eu une descendance lui-même éblouissante dans le vitrail à Chartres. Vous connaissez tous évidemment
au moins par reproduction, le vitrail de Chartres, qui est un des nombreux vitraux qui représentent l'arbre de Jessé. Mais il a été représenté aussi dans la miniature et la peinture. Et là, oui, la figure 6, la figure suivante, et qui est une figure du XVIe siècle, d'âge pré-baroque, montre en effet une des manières de représenter à la Renaissance ou à la basse Renaissance l'arbre de Jessé. Vous voyez Jessé couché en bas, et de son flanc, alors c'est son cœur, c'est différentes parties de son ventre et de son poitrail sortent une tige qui va porter tout en haut la Vierge puis le Christ. Cette miniature est due à Furtmeier, un miniaturiste et peintre viennois, autrichien. Alors la célébrité pluridisciplinaire, on peut le dire, du thème de Jessé lui a permis de s'infiltrer en fait dans les représentations généalogiques. Le motif d'un Jessé allongé et dormant, en bas d'une image d'arbre juridique, d'arbre du droit, où il supporte tout le poids du tableau des positions de parenté. Ce ne sont pas donc, ce tableau, je veux bien être clair, ce ne sont jamais des généalogies concrètes, réelles. Ce sont des positions et le vocabulaire de parenté. Donc, Jessé est donc souvent introduit dans la figure 7. Vous avez justement une image espagnole qui est l'une des la plus ancienne que j'ai trouvée sur la représentation de Jessé comme ancêtre, en fait, ancêtre métaphorique aussi, des parentés qu'il soutient donc dans un vrai tableau de consanguinité. Et il reste, je crois, assez isolé, ce thème, pendant des années, jusqu'à ce qu'en effet, vers la fin, à la Renaissance, il envahisse les représentations de l'arbore. Mais quand l'accent va être mis sur l'ancêtre commun à toutes les définitions de la parenté, les dessinateurs se sont trouvés incités à planter les racines d'un arbore à l'inverse, dans le ciel, non pas dans Jessé, mais dans le ciel. Et alors là, je vais vous montrer une image que je trouve très cocasse, la figure 8, s'il vous plaît. Une image que je trouve cocasse qui vient d'Allemagne, donc. Ah oui, non, c'est pas celle-là qui est cocasse. Celle-là est vraiment, en effet, d'un arbore qui a été inversé. Puisque l'ancêtre est au sommet, l'arbore a ses racines, donc l'ancêtre, dans le ciel. Et il y a tout un discours à cette époque sur qu'est-ce que c'est que cet arbre qui a ses racines en bas et son ancêtre en haut, ou l'inverse. Enfin, et beaucoup d'interventions de penseurs, de philosophes de l'époque s'interrogent sur l'incongruité de représenter un arbre par un arbre, une généalogie réelle, ou une généalogie théorique comme l'arbore. Mais un dérivé qui est très amusant, et c'est celui-là que je trouve cocasse, c'est la figure suivante. C'est une gravure de la fin du XVIe siècle, où le malheureux dessinateur a voulu représenter Jessé tout en laissant l'ancêtre, à savoir un Jessé, au sommet. Et puis il a sans doute pris un canevas, enfin un cuivre ou un bois, je crois que c'est un cuivre ça, pour faire sa gravure. Il l'a retourné et Jessé s'est retrouvé couché à l'envers en haut dans le ciel, ce qui est effectivement assez drôle. Voilà, le nez en bas. Mais à ce stade de l'analyse de l'histoire de l'arbre généalogique, je voudrais insister sur
un aspect que d'ailleurs M. Gauthier traite assez longuement, sur les supports matériels de la représentation généalogique et sur leurs contraintes spécifiques. Je veux parler du rouleau et du codex, qui ont été les deux supports matériels de beaucoup de généalogies. Vous savez que les bibliothèques publiques ou privées dans l'Antiquité abritaient des rouleaux de papyrus et aussi de parchemin par la suite, et ce qu'on appelait les volumina. Et ces textes contenaient ces rouleaux contenaient des textes de toutes sortes, littéraires, historiques, comptables, etc., qu'elles avaient mis pour mission de conserver. Et la lecture de ces rouleaux ne devait pas être facile, parce qu'elles suivaient leur déroulement latéral. Donc on déroulait avec la main droite et on enroulait de la main gauche à mesure qu'on avait lu un bloc d'écriture. Ça devait demander une certaine coordination en sens contraire des deux mains qui je reconnais, n'est peut-être pas donnée à tout le monde. Et ça supposait aussi que le lecteur lisait donc un bloc d'écrit, et puis qu'ensuite il déroulait pour lire le bloc suivant. Et un tel découpage du texte a été matérialisé en fait entre le 1er et le 5e siècle de notre ère dans le codex, qu'on appelle le codex, donc le livre comme fait de feuillets comme aujourd'hui, plus souvent de parchemin que de papyrus, des feuillets qui étaient donc cousus ensemble, reliés, écrits au recto et au verso, puisqu'on pouvait les tourner et donc lire au verso, ce qui était un grand gain aussi de matériel. Les graphiques généalogiques qui initialement se lisaient sur le rouleau en continu, de gauche à droite, ont été eux aussi fragmentés dans le codex par page. Et vous avez de cela une belle illustration dans figure 10, dans le commentaire de l'Apocalypse du moine espagnol, asturien plus exactement, Beatus, qui a écrit donc ce commentaire au XIe siècle, mais on a beaucoup de manuscrits jusqu'au début du XIIIe siècle, dont le fameux manuscrit de Saint-Sévère, qui est à la Nationale, je crois, me rappeler, oui. Et ce manuscrit fait courir la généalogie du Christ tout en haut, de gauche à droite, de page en page, sur une ligne continue, d'où divergent les branches collatérales qui se perdent un petit peu, mais qui descendent, sont accrochées, disons, à la lignée du Christ, à partir d'un ancêtre qui a eu d'autres fils, etc. N'étaient ces débuts de ramification, où vous voyez que les médaillons contiennent les noms, mais souvent aussi des commentaires, enfin, ou des bribes de la Bible commentant la présence de ces personnages. N'étaient ces ramifications, disons, subordonnées à la ligne principale, rien n'évoque ici un arbre. Il faudra attendre que les lignées royales, les lignées mondaines de toute façon, royales ou princières, s'approprient une telle disposition horizontale vers la fin du Moyen-Âge, enfin en tout cas à partir du XIIIe siècle, pour que le dessin s'enrichisse d'un décor végétal. Ici, il y a, je vous renvoie, mais malheureusement, je n'ai pas apporté le livre de M. Gauthier, que vous connaissez sans doute, mais il comporte à la fin un très long rouleau représentant la généalogie des rois de France, depuis Clovis jusqu'à Henri III, donc un rouleau inséré dans un livre, mais qui reprenait en fait la disposition latérale de la généalogie du Christ. Et alors là, on voit nettement qu'il importe de végétaliser cette représentation, lui donner donc
ce symbole d'efflorescence et de fécondité. Fruits, fleurs, feuilles. Ici, je vais me livrer à l'éloge d'un clerc parisien qui n'est pas tellement connu, Pierre de Poitiers. Pierre de Poitiers qui est né avant 1130 et qui est mort en 1204 ou 1205. Il a lancé, lui, le modèle qui va fructifier des généalogies verticales sur rouleau. Et il les a écrites et dessinées pour éclairer son résumé de l'histoire à travers la généalogie du Christ. Non, voilà. Alors, vous ne voyez peut-être pas parce que c'est assez ténu, ce sont des rouleaux donc écrits en menu, où la généalogie du Christ est la centrale, qui descend jusqu'au Christ en bas, jusqu'à la crucifixion en fait. Et sur les côtés gauche, il ajoute les successeurs les successeurs. Non, il ajoute d'autres lignées bibliques, c'est ça, issues aussi d'Adam. Il fait remonter le Christ jusqu'à Adam, selon la généalogie présente dans l'évangile de Saint Luc. Mais la ligne centrale s'accompagne aussi sur les côtés de longs commentaires de son texte du compendium, de son texte, le résumé de la généalogie. Attendez, oh là là. Le titre exact, c'est le Compendium in Genealogia Christi, donc à travers la généalogie du Christ. Oui. Et puis à droite, il ajoute aussi des lignées des monarques de tous Accabites qui ont été contemporains des ancêtres du Christ. Donc c'est un mémento en fait de quantité de savoir qui l'organise d'une façon tout à fait originale et nouvelle et systématique pour en fait enseigner. Car ces rouleaux, il les destinait à son enseignement, d'après un contemporain. Ils étaient accrochés sans doute dans les salles où il enseignait, et il les commentait, l'enseignant, c'est-à-dire Pierre de Poitiers, les commentait à son tour, commentait ses propres dessins et ses propres textes. Voilà, ça c'est une représentation qui a eu beaucoup de succès et qui va être reprise par... quasiment toutes les chroniques universelles qui fleurissent à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, et dont elles font finalement l'introduction. Et elles sont reprises là, et elles vont être reprises aussi par des lignées de souverains qui vont les introduire à l'origine de leur propre dynastie. Par exemple, on prend Noé comme ancêtre de telle famille royale et on montre comment ça arrive jusqu'au monarque régnant en question. Les textes sont insérés à la hauteur donc des personnages correspondant au graphique. Et le code graphique est quand même, si vous regardez d'assez près, là vous ne pouvez pas le distinguer, est plus cohérent que celui des manuscrits du Beatus. Par exemple, le Pierre de Poitiers essaye d'élaborer vraiment un code qui distingue les alliés, les alliances, les mariages, les fratries, les filiations, avec des signes différents, ou du moins des signes différents, des rubans, disons, différents. Et le succès donc a été vraiment immense et a été repris pendant toute la fin du Moyen-Âge. Non pas verticalement, parce qu'on ne peut pas toujours accrocher sa généalogie à un mur,
mais horizontalement, mais selon la même, selon dans le même esprit. C'est dans le Moyen Âge finissant, donc, et c'est début de la modernité, au XVIe, début du XVIIe, que le motif arboré devient envahissant. Pierre de Poitiers ne l'introduit pas. Hein. C'est par la suite que dans les chroniques universelles ou les chroniques princières et royales, on introduit ce langage arboré. Mais la figure de l'arbre elle-même, qui a été retenue comme métaphore d'une famille, d'une parenté, elle le doit au fait que l'arbre est symbole de solidité, de pérennité, de renouveau. Et c'est à ce titre qu'il entre dans le vocabulaire général des représentations dynastiques. Je remonte quand même plus haut, avant ce développement de la fin du Moyen-Âge, pour vous montrer comment cette généalogie descendante d'une dynastie a pu être transformée en arbre. C'est la figure 12, donc. C'est une représentation descendante relativement classique de la dynastie carolingienne, avec les deux grands ancêtres, deux saints par ailleurs, qui encadrent le début de cette dynastie et qui descend ensuite, je crois, au fils de Charlemagne. Donc, un vocabulaire graphique classique, des médaillons avec les noms, des liens en forme de ruban, ce qu'on appelait les stemmata, encore au Moyen-Âge, c'est-à-dire des rubans, des lanières, qui lient les pères aux fils, etc. Mais qui lient aussi quelquefois, sans qu'on comprenne très bien pourquoi, un mari à sa femme. Et alors cette représentation, si vous voulez, c'est une arborescence. Ça n'est pas un arbre, ça n'est pas un arbore non plus, c'est une généalogie concrète, mais c'est une arborescence. Et des contemporains, ou juste début XIIIe siècle, alors que cette image datait du XIIe, ont l'idée de retourner. Puisque c'est une arborescence, faisons-en un arbre. Un arbre. Et vous l'avez là. Oui, voilà. Donc les deux ancêtres se trouvent en bas, donc au tronc, à la souche, selon le vocabulaire commun de la représentation généalogique. Les médaillons se retrouvent en effet encore comme médaillons dans les branches, mais il y a une forme générale qui est bien celle d'un arbre, avec les ancêtres en bas. Voilà, ça c'est un grand succès. Hein. Ça colle enfin, parce que vraiment, jusqu'alors, ça ne collait pas. Et alors, les valeurs symboliques attachées à l'arbre, c'est-à-dire son épanouissement en feuillage, en fleurs, en fruits, eh bien, il faut encore qu'il survienne. Et là, je pense qu'il faut s'adresser à d'autres sources de méditation des dessinateurs et des clercs qui les dirigent, s'ils ne sont pas eux-mêmes les dessinateurs, et des sources de méditation qui sont très nombreuses à partir du XIIe siècle. Je les identifie volontiers dans les arbres de vie et des vertus. Le spéculum, voilà. Ici, oui, c'est pas très lisible, pas très visible sans doute. C'est issu d'un texte du XIIe siècle, le miroir des vierges, le speculum virginum, qui a l'avantage de montrer, en effet, que cette végétalisation ne peut pas être, peut être ou bonne ou mauvaise. Et à droite, les vertus, l'arbre des vertus a des feuilles toutes gaies qui se dressent vers le ciel.
Et l'arbre des vices, évidemment, hein, les feuilles qui tombent ou les branches qui tombent, etc. Il y a d'autres arbres issus aussi du XIIe siècle qui peuvent avoir incité à adopter définitivement l'arbre pour représenter une famille ou une parenté. Ce sont les arbres bons et mauvais de Lambert de Saint-Omer, un clerc du XIIe siècle, qui a laissé un Liber Floridus, qui a eu de très nombreuses copies et qui a donc contribué à diffuser aussi des images d'arbres. Oui, nous sommes ici sur... la photo est incomplète parce que la page droite n'a pas été saisie totalement. Et Lambert de Saint-Omer, là, met à gauche l'arbre bon, ce qu'il appelle l'arbre bon, qui n'est pas un arbre des vertus, qui est un arbre des vertus, mais aussi de tas de concepts qui sont bons, ou de qualité, ou de... Bon. Et l'arbre dont vous voyez les racines opposées à droite, sur la page recto, et l'arbre mauvais, et lui alors a en effet des feuilles flétries, pas de fleurs, etc. Mais la photo est incomplète malheureusement. Mais enfin, tous ces arbres qui prolifèrent à partir du XIIe siècle, enfin au XIIe siècle en particulier, sont certainement un des viviers d'images d'arbres avec leur qualité propre d'arbres pour les représentations de la parenté. Alors un médaillon, en effet, un cartouche, ça renvoie difficilement aux idées de fécondité, d'épanouissement, alors que les idées que les feuilles ou les fruits d'un arbre peuvent au contraire suggérer, en se tournant de façon naturelle vers le ciel ou vers la lumière ou vers le bas, le péché, la mort, etc., sont évidemment beaucoup plus suggestifs. Dans ces compositions, l'accent est souvent mis sur les fruits de l'arbre, autrement dit sur ce qu'il porte de plus achevé, de plus parfait, et qui assure la reproduction, en bien ou en mal, mais en général en bien. En effet, si les auteurs d'images généalogiques recourent encore au vocabulaire graphique traditionnel des médaillons, mais ici vous en avez encore, ils usent bien davantage, depuis la fin du Moyen-Âge, des rinceaux, des feuilles, des corolles, très importants pour supporter un demi-personnage, des fruits, comme porteurs du sens donné à leur contenu. Toutes ces références au végétal sont ainsi peu à peu intégrées dans les généalogies concrètes depuis le XIIIe siècle. Je vais vous en montrer une image tardive du XVIe siècle. C'est la généalogie de Maximilien Ier d'Autriche. Ici, vous voyez que l'arbre devient clairement porteur d'espoir dans le futur, puisque tout en haut, vous avez l'empereur Maximilien. Et cet arbre se définit en effet par les branches courbées qui portent des corolles. Et dans ces corolles sont installés les personnages, disons en buste, ou les bustes des personnages. Oui. Mais comment planter ces arbres ? Comment y organiser donc les générations successives d'une généalogie ? De haut en bas, c'est-à-dire de l'ancêtre, comme on l'a vu pour les Carolingiens, l'ancêtre commun jusqu'aux plus jeunes générations, ou de bas en haut, toujours, selon le vieux graphique, qui continue à proliférer lui aussi dans les manuscrits. De bas en haut, ou de bas en haut, plongeant en terre ses racines, qui sont les aïeux, les plus lointains, et hissant les plus jeunes vers le ciel. L'arbre des Carolingiens, donc, en était une bonne illustration, et il invite à s'interroger sur les contraintes d'une lecture descendante ou ascendante.
Les généalogies de l'époque moderne, ou pré-moderne plutôt, exaltent les familles régnantes en faisant remonter leur lignée à un ancêtre fabuleux. Ça. Là, je vous renvoie au livre de Roberto Bizzocchi, un très beau livre, très intéressant, sur les généalogies. Le titre italien est fabuleux. Non, c'est le titre français, je crois. Les généalogies, enfin fabuleuses, disons. Donc Loé, ça peut être l'ancêtre biblique, en effet, fabuleux. Ça peut être un ancêtre légendaire, comme Woden, dans les royaumes anglo-saxons de Grande-Bretagne, Woden étant un dieu, c'est Wotan à l'origine, et il est le grand ancêtre de toutes les royautés, les 7 royaumes anglo-saxons de Grande-Bretagne. Ça peut être aussi un ancêtre mythique, comme la Vénus des Visconti. Les Visconti ont laissé une jolie généalogie en miniature qui montre en effet Jupiter unissant Vénus à Vénus, l'ancêtre direct des Visconti, Anchise, non, on dit Anchise, je crois, oui. Ou bien ça peut être aussi un ancêtre historique comme Charlemagne, ou l'un de ses paladins, Roland, Olivier, qui sont pris, moi je l'ai vu dans les généalogies florentines, qui sont très souvent invoqués comme ancêtres ou comme ancêtres de leur lignage. Ou bien même un ancêtre, un compagnon d'un des empereurs allemands descendant en Italie se faire couronner à Rome. Il y a beaucoup de familles, de celles que j'ai étudiées, qui prétendent descendre d'un des cavaliers, chevaliers de cet ancêtre germanique, de ce souverain germanique. De tels prolongements dans le passé des généalogies concrètes, incarnées par un arbre, et qui font feu, si j'ose dire, de tout bois, sont là pour prouver visuellement la solidité, la vitalité, la pérennité d'une lignée. Les croquis généalogiques isolent traditionnellement, dès les plus anciens d'entre eux, je vous renvoie donc aux généalogies angevines ou à ma généalogie du XIVe siècle florentine, ces généalogies isolent l'ancêtre d'une lignée au sommet de la feuille. On descend toujours avec son crayon ou sa plume de l'un à l'autre. Alors que lorsque un clerc interroge sur sa généalogie, sur ses liens généalogiques avec ses cousins, un prétendant au mariage, lui, il dessine, on en a des dessins, beaucoup de dessins du XVIe, XVIIe siècle, après le Concile de Trente, il dessine depuis le bas, il dessine depuis la personne qui l'interroge. Ces croquis donc traditionnels montraient plutôt l'ancêtre d'une lignée au sommet. Et le vocabulaire latin, qui était familier aux clercs, je pense, y est pour beaucoup dans cette tradition, disons, de dessin descendant. Parce que l'ancêtre le plus lointain d'une descendance, d'un ensemble de descendants, est nommé ancêtre, c'est-à-dire antecessor en latin, ou le praecessor d'une dynastie. Et c'est celui qui vient avant ou devant tous les autres. Et cela rappelle en fait l'ancêtre qui, dans les cortèges funéraires des anciens Romains, ouvrait la marche de la procession en portant ou un buste en carton-pâte, enfin en stuc, ou un masque de cet ancêtre. Et donc il était celui qui vient devant, le praecessor. Et les gens du Moyen-Âge étaient certainement très conscients du sens double qui suggère à la fois des positions antérieures et postérieures, mais aussi supérieures et subordonnées. Et ils en faisaient donc leur miel dans les généalogies.
La hardiesse des dessinateurs médiévaux qui placent l'ancêtre commun à la racine d'un arbre, praecessor, antecessor, en principe c'est plutôt devant et en haut, eh bien cette hardiesse est d'autant plus frappante qu'elle contredit ses suggestions linguistiques, langagières, en le renvoyant au bas de l'image. La métaphore de l'arbre, cependant, peut tirer parti de cette inversion. Quand l'arbre du grand ancêtre s'enracine dans la terre, cette terre qui, à l'époque moderne, est parfois personnifiée. Moi, j'ai trouvé, il y a des très belles gravures de la dynastie des Médicis à Florence, où cette terre est représentée par l'Arno, le Val d'Arno, etc. Eh bien, dans ces cas-là, l'arbre généalogique devient synonyme de pouvoir aussi sur un espace et sur les hommes qui habitent cet espace. Et il y gagne encore, à mon sens, en richesse métaphorique. Hélas, l'arbre qui vient illustrer le fil d'un discours historique s'accommode malaisément du sens de la lecture. En témoigne l'arbore généalogié des rois de France, conçu par le dominicain du XIVe siècle, de la première moitié du XIVe siècle, Bernard Guy, figure 17. Alors lui, il essaye de représenter un arbre généalogique à côté de son texte. Malheureusement, il trouve qu'il ne faut pas planter un arbre dans le ciel, donc l'arbre est planté en bas, c'est-à-dire du côté des successeurs de ceux dont il parle au sommet de sa page. Donc, il y a quelque chose là qui est gênant et qui révèle une contradiction, cette contradiction dont je vous disais qu'elle a fait l'objet de beaucoup de commentateurs à la fin du Moyen-Âge et à la première Renaissance en ce qui concernait l'arbore, l'arbre du droit. Bernard Guy est un des premiers, et ça c'est à noter, avec M. Gauthier d'ailleurs, il écrit en haut de sa page, à chacune de ses pages, pour cet arbre généalogique des rois de France, arbore généalogier. C'est la première fois qu'en fait arbore est vraiment associé à généalogie linguistiquement. Je crois que c'est assez digne de noter. Il y a une conscience, en effet, de la primauté de l'arbre dans toute généalogie, dans toute représentation généalogique. Enfin, il plante donc ces arbres en terre, mais il met au sommet les ancêtres et à leur suite les descendants. Et donc, le lecteur du texte parallèle va suivre la vie de haut en bas de ses descendants, mais il y a quand même une incongruité à planter l'arbre en terre. Et des auteurs d'arbor du droit, d'arbor iuris, seront plus conséquents à la même époque en observant la croissance naturelle de l'arbre. Voici une miniature du XVe siècle où les ancêtres sont placés à la base de l'arbore et les générations postérieures s'étagent dans les branches d'un vrai arbre jusqu'au berceau tout en haut. Vous voyez pour les descendants les plus récents, les plus jeunes, les plus lointains, tout en haut. C'est un arbre un peu cocasse lui aussi, oui. L'ancêtre a certes été détrôné de sa place prééminente en haut, mais la croissance de l'arbre naturel a été respectée. La contradiction entre la nature de l'arbre et le texte d'une généalogie qui l'accompagnait trouve donc parfois une solution. Et ça peut être de diverses manières, de deux en particulier. La plus radicale, ça a été de faire de l'arbre généalogique une image indépendante, autonome d'un texte, comme l'arbre des Médicis, figure 19, qui est un énorme tableau. Oui, j'ai fait une photo là juste de cet arbre que j'ai reproduit sur ah bah oui, c'est ça, c'est sur ce livre. Oui. Donc, vous voyez, c'est un énorme tableau qui est donc du premier quart du XVIe siècle et qui est aux archives de Florence.
Et c'est une solution, en effet, qui libère l'engrenage et la contradiction entre texte descendant, arbre montant, ascendant. Donc entre les deux lectures. Et puis, il y avait aussi une autre solution qui a consisté à bien situer l'ancêtre à la souche de l'arbre, mais en faisant repartir du haut de l'arbre les rameaux des descendants. Alors, c'est absurde, c'est une solution totalement graphique, évidemment, mais au moins l'ancêtre est en bas et les descendants sont descendants. Et vous remarquerez que c'est aussi la solution de l'arbre généalogique des Médicis, voilà, parce que non, la suivante, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Parce qu'en effet, non, l'arbre est quand même, l'ancêtre est quand même en haut, mais l'arbre monte comme ceci et les descendants descendent en effet par les rinceaux et les branches, les volutes de l'arbre depuis le haut vers le bas, depuis l'ancêtre vers le bas. Tout ça, ce sont des solutions, disons, tirées par les cheveux. Mais bon, ce saule pleureur, Médicis, est quand même assez suggestif. Et en combinant les deux solutions d'un arbre montant puis des descendants depuis le haut, finalement, ça fait réfléchir en effet les gens à qu'est-ce que c'est qu'une ascendance, qu'est-ce que c'est qu'une descendance. Mais ce sont quand même des contorsions visuelles qui apparaissent dans ces solutions. Certains arbres généalogiques de la première modernité nous rappellent le défi qu'a représenté au fil du temps cette incarnation des destinées humaines dans une image d'arbre naturel. Nombreux ont été les penseurs médiévaux, je l'ai déjà dit une ou deux fois, médiévaux ou prémodernes, qui se sont interrogés sur le bien fondé de la représentation de l'arbre du droit, d'abord, voire d'une généalogie par un arbre. Et alors, j'y reviens parce que je veux mentionner les justifications auxquelles ils ont recouru. D'une part, au mythe platonicien qui est connu à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, du Timée de Platon, selon lequel l'âme qui siège au plus haut de l'homme, dans sa tête, siège là parce qu'elle a pour racine la divinité. Donc, ces racines suggérées apparentent l'homme à un arbre inversé. Et l'arbre a ses racines, enfin l'homme a ses racines dans le ciel, l'arbre a ses racines dans le sol. Bon, ils ont beaucoup écrit, les penseurs de la fin du Moyen-Âge. Et c'est assez intéressant. Ils se sont aussi appuyés sur la similitude entre l'arbre et l'homme pour justifier donc toujours ce rapport de l'homme et de l'arbre, ou de la parenté de l'homme social et de l'arbre, par les naturalistes antiques, Varron, Pline l'Ancien, etc., qui mettaient en correspondance la sève montante de l'arbre et le sang descendant dans les veines de l'homme, etc. Donc une autre coïncidence inversée qui justifiait qu'on prenne un arbre pour représenter l'homme et sa parenté. Alors, les arbres généalogiques auxquels... qu'en est-il aujourd'hui finalement, ceux d'aujourd'hui auxquels s'amusent nos contemporains se moquent des racines célestes de l'arbre à la mode de Platon. Ils ont depuis longtemps oublié qui était Gessé, et leur intérêt pour leur propre généalogie ne vient plus guère des instructions et des injonctions de l'Église en matière matrimoniale. Il faut bien le dire. À cet égard, on observe sur Internet, pour ceux qui pratiquent la généalogie sur Internet, ça va vous intéresser peut-être davantage, on observe sur Internet combien sont rarement donnés pour exemple les arbres généalogiques traditionnels. Là, la figure 20,
les reprises. Non, non, c'est avant sans doute. Non, encore avant. Tiens, j'ai mis. Oui, non, c'est la suivante. Voilà, non, la suivante. Voilà, ça c'est une généalogie que j'ai reprise d'un cliché d'Internet et qui est bon sur le mode d'une famille Lefebvre, bon que j'ai donné comme arbre généalogique traditionnel, c'est-à-dire avec les descendants vers le haut, etc. Plus abstrait, un type de représentation généalogique circulaire, celui-là, qui, comme les arbres généalogiques traditionnels, fait état des différentes branches depuis l'ancêtre commun. Bah, c'est ma généalogie d'ailleurs, oui, c'est celle-là. Où vous voyez que l'ancêtre commun est au centre et les différentes branches tournent. Et ça, c'est très suggestif en fait. Et on peut vraiment suivre là-dessus l'histoire d'une famille. Oui, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Innombrables, en revanche, dans ces modèles Internet, ceux qui sont déguisés en arbres et qui prennent pour base un individu et qui remontent par degrés ses ascendants directs à l'exclusion des collatéraux. Oui, voilà par exemple. La recherche de ses racines chez beaucoup de gens, de leurs racines chez beaucoup de gens, tient plutôt de l'album de famille et d'un arbre où sont collés les portraits des aïeux immédiats qu'on a connus ou dont on a beaucoup entendu parler. Ça ah non, ça. Oui, voilà. Ça c'est ce que j'appellerais un arbre album des familles, oui. Et qui part alors là toujours de l'enquêteur, vous, par exemple. Et ça me semble quand même révélateur non pas de distorsion, mais d'une évolution de la conception de la généalogie qui me paraît très intéressante. Si on ne va pas au-delà de cette représentation généalogique. On se contenterait aujourd'hui d'un arbre généalogique élagué de tous les collatéraux, où sont installés en bas du tronc les arrières, voire les arrière-arrière petits-enfants, tandis que sont étagés vers le haut, selon leur degré d'ascendance, les couples de parents, grands-parents et arrière, voire arrière, grands-parents. Et ce modèle-là, oui, par exemple celui-là, vous voyez qu'il y a Ego qui est en bas, qui est à la souche, encore une contradiction. Ou peut-être le suivant, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Non, c'est fini. Oui. Ça me semble donc une restriction, en fait, un recroquevillement, je ne sais pas si le mot existe, recroquevillage ou recroquevillement, sur l'enfant roi, un peu l'enfant roi, parce que ce sont les enfants, en fait, c'est l'individu enfant qui établit sa généalogie. Et si je compare avec des généalogies anciennes, les familles s'intéressaient beaucoup plus à ce qui venait d'en haut ou d'en bas de la souche, mais qui était le plus ancien. Et ils n'avaient pas l'idée de mettre le plus jeune à la souche, où vraiment il était dans le berceau en haut de l'arbre du droit. L'arbre généalogie a ainsi réduit ses ambitions, me semble-t-il, en se concentrant sur des familles conjugales à l'origine directe, voire immédiate des derniers descendants. Il ignore tout des branches collatérales. Ah oui, j'ai oublié, oui. Oui, alors je reprends, peut-être vous n'avez rien entendu là. Oui, je disais qu'il domine à notre époque dans sa réduction, en ayant réduit ses ambitions et en se concentrant sur les familles conjugales à l'origine directe, voire immédiate, des derniers descendants. Il ignore tout des branches collatérales et les enfants ont sinon pris racine, du moins pris la place à laquelle
de laquelle tout part et vers laquelle tout converge. Un beau triomphe de la complaisance individualiste et de la quête personnelle de filiation qui va, me semble-t-il, à l'inverse de la profusion rhétorique et symbolique de la métaphore de l'arbre d'antan. Et pourtant, ces généalogies ainsi ratatinées sont-elles aussi toutes déguisées en arbres? C'est ça qui est formidable. C'est qu'on retrouve à tous les tournants des conceptions reposant, enfin, qui nous animent quant à nos conceptions de la parenté, de la filiation, etc. Nous retrouvons l'arbre. Tant cette métaphore reste prégnante encore aujourd'hui. Alors je conclus en quelques mots. J'aurais pu intituler cette communication « Éloge de l'arbre ». Et il faut aimer les forêts, comme moi d'ailleurs, pour se convaincre des vertus de l'arbre et de la protection qu'il assure à l'homme comme à la fourmi et aux champignons. Mais je confesse que ma déambulation dans la jungle des références que l'arbre généalogique doit à l'Antiquité et au Moyen-Âge, ne vous aura pas forcément convaincu de l'adopter pour votre généalogie. Peut-être que si, vous me direz. Parce que héritier de tant d'apports anciens, l'arbre d'une généalogie ne cesse de se contredire ou de contredire l'ordre du discours et des préfixes linguistiques. Mais si vous ne souhaitez pas vous en tenir au rouleau de cet influenceur que fut Pierre de Poitiers, si vous ne voulez pas vous contenter d'habiller votre généalogie de quelques rinceaux, fleurs et fruits, c'est encore l'arbre que vous pourrez vous plaire à dessiner. C'est à lui que vous pourrez transmettre votre confiance dans le passé et dans l'avenir, celui de votre famille et celui de la planète. Voilà. Merci beaucoup. Si quelqu'un souhaite poser la première question, c'est toujours la plus compliquée, mais il doit bien y en avoir une. Est-ce que quelqu'un a une petite question ou souhaite un éclairage, un complément? Est-ce qu'il existe d'autres représentations que l'arbre? Pardon, ici. Est-ce qu'il existe d'autres représentations possibles pour une généalogie que l'arbre? Oui, dessin, schéma, je ne sais pas, qui ne prennent pas l'arbre. Il y a des arbres, oui, pardon. Pas vraiment, il y a des arbres du droit mais je n'ai pas de photo ici, qui reposent plutôt sur la maison, le palais. Ce sont des arbres de droit, pas des généalogies concrètes. Hein. Mais si, il y a quand même des généalogies allemandes concrètes qui se cachent dans une espèce de palais abstrait, avec des petits toits, des fenêtres, etc. Donc, il peut y avoir aussi cette idée de la casa, comme on dit en italien, c'est-à-dire du lignage ou du clan qui sont plutôt conçus sur un modèle architectural. Mais je ne l'ai pas tellement souvent trouvé en dehors de l'Allemagne, hein, dans les images que je connais. Oui. Alors la première était difficile, mais la deuxième peut-être moins. Non ? Non, pas d'autres questions ? Mais, donc il nous reste à remercier Madame Clapier-Joubert d'avoir bien voulu venir nous rencontrer, hein, puisqu'elle est parisienne, et que, comme vous l'avez compris, elle a passé beaucoup de son temps en Italie. Voilà. Hein. Et donc, elle nous a fait ce plaisir de venir ici nous parler de ces arbres qui, après ce discours-là,
vont nous interroger plus que nous apporter quelques solutions. Mais c'était le but du jeu. Merci à vous. Et puis, prochaine conférence dans quelques minutes, ou je ne sais pas quelle heure il est. 16h30 exactement. Voilà.